Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, on donne la parole à l'auteur, compositeur et interprète Xavier Michel. Et puis, en deuxième partie d'émission, une toute autre ambiance avec les Folies Vénitiennes à Copé, bal masqué, ohé ohé, vous l'aurez compris, cette semaine, on s'emballe. En première partie, je vous propose un tour du côté de Nyon, à l'espace et avec le bureau des questions pour son deuxième volet. Bonjour, bienvenue au Bureau des questions importantes, volume 2, à l'Espace et à Nyon, à la place du marché 2. Donc on a commencé vendredi 20 septembre et puis on sera là jusqu'au 5 octobre pour le Bureau des questions importantes qui est une permanence de 2 semaines, comme la maison ou un bureau qu'on partage pendant 2 semaines. Alors je vous invite à me suivre dans le Bureau des questions importantes. Durant 2 semaines, l'idée c'est d'investir cet endroit pour qu'il soit vraiment vivant et que dans ces multiples questions importantes qu'on a envie de convoquer dans cet espace, pour qu'en fait, vu que cet espace il est très visible de l'extérieur, que les gens se sentent bienvenus à entrer, avec des artistes qui souvent mélangent en fait leur travail, leurs engagements associatifs ou militants, ou en fait aussi juste un savoir-faire qu'ils ont peut-être appris pour peut-être gagner de l'argent, qui un jour est devenu en fait leur travail artistique. Et moi, ça m'intéressait de voir tout ce qui se mélangeait là et de comment ensuite on peut faire le pont avec n'importe qui passe pour parler du travail, du bonheur, du temps qui passe, de nos grosses questions, de nos luttes, etc. Bon, là, par exemple, on vient de revenir d'une cueillette parce qu'on a eu toute une journée de discussion et de recherche autour de la fermentation et des plantes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont spécialistes des plantes qui sont là. Et pour moi, c'est une façon de parler aussi que la cuisine, elle est très importante, et le moment du repas, c'est quelque chose d'essentiel où en fait, pendant 2 semaines, on a un repas prix libre qui est offert à tout le monde. C'est-à-dire que peu importe les moyens que tu as, c'est accessible, et que pour moi, c'est une manière essentielle de se rencontrer. En fait, on est tombés un peu les deux amoureuses de cette notion de fermentation, parce que quand il est question de fermentation, il est question de collaboration, il est question de risque, d'incertitude, il est question de partage de savoir. Voilà, donc c'est une notion sur laquelle on s'est toutes les deux vite reconnues et on avait envie de l'investiguer plus. On a la chance d'avoir une spécialiste des vins vivants qui va nous parler de ça, qui est aussi un type de fermentation un peu plus expérimentale. Et puis on a une artiste de Genève qui nous fait le plaisir de partager son savoir autour de la fermentation. Moi, je suis particulièrement intéressée par la fermentation du koji, ce qui du coup est plutôt vraiment japonais. C'est une pratique très ancienne et traditionnelle. Ce qui va probablement se passer, c'est que le riz il va commencer un peu à s'agglomérer, ou en tout cas à commencer à coller. Et ça, c'est où on sent que le koji est en train de commencer à travailler. Et jusqu'à la fin, où on a vraiment une sporulation des graines, où ça devient une sorte de cake et où ça fait un peu des flocons de coton un peu partout autour des graines de riz. Mais alors j'ai aussi une vraie question, j'ai envie de dire, quel est le rôle d'un artiste? Est-ce que c'est de poser des questions ou d'apporter des réponses? Moi, j'ai pas de réponse face à ça. Je pense qu'il y a les deux. Il y a des personnes qui aussi ont envie de faire des choses politiques, au sens où moi j'appelle de la politique ce qu'on fait là, qui n'est pas de la politique institutionnelle. Il y a d'autres artistes que ça n'intéresse pas du tout. Je crois que ce qui est important dans l'art, c'est qu'il y a cette grande liberté et qu'en l'occurrence, elle se permet des choses qu'on n'ose pas peut-être dans d'autres milieux de la société. On n'est pas là pour répondre aux questions. On n'est pas là en fait pour apprendre la vie aux gens. Ce qui m'intéresse, c'est autant qu'on puisse soulever nos questions à nous, qu'elles soient des questions de lutte, des questions de bonheur, d'épanouissement, ou qu'elles soient des questions en fait de difficulté, de précarité ou autre. Mais de l'autre côté, en fait, c'est aussi important que les autres personnes puissent. Aujourd'hui, c'est prendre la température en fait de qu'est-ce qui importe les gens pour vivre en fait. Et on parle à présent littérature. Tu liras sur mes murs, Xavier Michel. Salut. Bonjour, ça va? Tu les as comme ça là dans la main. On te connaît pour être en fait la douce moitié du groupe Alios, auteur, compositeur et auteur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut te présenter autant qu'écrivain? Auteur, compositeur, c'est déjà pas mal. Écrivain. Enfin, je vis en étant auteur, compositeur et musicien. Je vis pas encore d'écrire des livres. Donc, Qu'est-ce qui t'a donné justement envie de faire le pas aujourd'hui?
En fait, c'est surtout le pas de publier, parce que j'écris depuis toujours. Vraiment depuis des années, j'ai les armoires remplies de romans, de nouvelles et de poésie et de plein de choses. Et donc c'est la première fois que je publie surtout. J'étais un petit peu nerveuse avant cette interview, j'ai envie de te dire, parce qu'on a l'impression qu'on a carrément une conversation intime avec toi, parce que tu te dévoiles dans ce livre. Donc pourquoi est-ce que tu as eu envie autant de te dévoiler et de parler de toi dans ce livre? En fait, j'ai pas eu envie de me dévoiler. Je me livre, mais c'est un petit peu étonnant parce que je suis de nature plutôt pudique à aucun moment je me suis dit tiens j'ai envie de me livrer, de raconter des choses sur moi. C'est vraiment j'ai écrit ça, c'est venu assez brutalement et puis c'est le premier texte où en le relisant quelques années après, je me dis ben voilà, j'ai peut-être trouvé un style qui m'est propre et j'avais envie de voir si ça pouvait intéresser d'autres que moi. C'est un texte où on retrouve plein tes émotions, Xavier. Aussi une trace d'une blessure ouverte, celle de la disparition brutale de ton papa, que tu nous racontes dans ce livre. Pourquoi ? De nouveau, c'est un livre qui est vraiment fait de ce que je suis, ça part d'émotions, ça part de sensations, d'expériences vécues. Et je pense que c'est l'expérience la plus douloureuse, c'est la blessure la plus ouverte que j'ai. Et donc, forcément, ça avait besoin de sortir. Et voilà, c'est peut-être une façon aussi de sortir les choses. Et il y a quelque chose d'exutoire dans ce livre. Il paraît que tu as rencontré un autre Xavier en écrivant finalement ce recueil. Rencontrer un autre Xavier, c'est-à-dire que moi-même, je me suis rencontré différemment. Je ne sais pas si... En tout cas, tous mes paradoxes, c'est sûr. Il y a plein de contradictions. On est tous faits de plein de choses très, très différentes. Et c'est aussi ça qu'il y a dans ce livre. Il y a plein de choses qui sont paradoxales, qui sont contradictoires et qui font ce que l'on est tous. Un petit peu. Et je t'ai proposé de nous lire un extrait, peut-être un extrait qui était le reflet de ton émotion aujourd'hui, puisque finalement, voilà. C'est ça, ce recueil. Donc je te laisse nous lire ce petit passage. Ça s'appelle L'Insoumis. Depuis des années, je me lève face au soleil. Ou plutôt, depuis des années, le soleil se lève face à moi. Je suis toujours debout avant l'aurore, et je vois naître l'astre, ses reflets cuivre, ses taches vermeilles, huilées, rosées. Ses rayons, un par un, percutent mon torse nu. Je ressens alors la satisfaction de voir le monde se lever à mes pieds. Écrire une chanson, écrire un livre, qu'est-ce qui a été différent pour toi ? La démarche initiale est très différente en fait. C'est-à-dire que là, j'ai écrit pour écrire, vraiment pas du tout dans le but de publier ou dans le but que ce soit quand j'écris une chanson, je sais il y aura une fin, ça va durer 3 minutes, 4 minutes. Et je sais que le but, c'est que les gens l'écoutent. Tandis que là, j'avais besoin d'écrire et même dans la démarche, c'est assez différent. J'ai écrit de manière beaucoup sans filtre en fait, vraiment. Et puis je savais jamais où j'allais m'arrêter et ce que ça allait donner. Tu as toujours eu plein de bribes de texte un peu partout, je crois, au fil de ton parcours. Aujourd'hui, ça t'a donné envie de te lancer carrément dans une carrière d'écrivain. Allez, osons-le. Carrière, non, parce que c'est difficile. Vivre de la musique en Suisse, c'est déjà rare et extrêmement difficile. De sa plume, je pense que ça l'est encore plus. Donc non, ça va rester quelque chose à côté, mais je vais continuer à le faire. J'ai un roman qui est quasiment terminé, et puis on verra si je publie ou pas. Mais en tout cas, écrire pour moi, c'est vital. Donc... je vais continuer. On a l'habitude de te voir te présenter en tout cas en tant qu'Alios, la deuxième moitié du groupe, Alizée qu'on salue évidemment. Tu la présentes dans ton livre comme l'œil de Moscou. C'est assez étrange. L'œil de Moscou ? Ouais. Je sais pas, elle fait partie de ma vie depuis 15 ans maintenant, donc forcément il y a un peu d'elle dans beaucoup de ses textes, parce qu'il y a un peu d'elle dans beaucoup de ma vie. Après, non, c'est plutôt une muse. Elle est assez inspirante. On travaille ensemble, mais aussi quand je travaille tout seul, elle est très présente dans ce que je fais. Mais j'imagine qu'elle était très curieuse puisqu'elle voulait avoir accès à ces textes que tu as gardés assez jalousement pour toi un certain temps. J'aime bien garder les choses en fait. C'est comme j'avais fait une comédie musicale il y a quelques années et j'étais arrivé vers elle tout à coup avec 35 chansons et elle ne s'était pas rendue compte du tout que je faisais ça. En général, j'attends vraiment d'avoir la fin en tout cas d'un premier jet terminé pour lui faire lire. Mais après, ses retours sont souvent assez précieux. Est-ce qu'on pourrait imaginer que du coup, ce recueil, ces textes, ils se transforment en chansons ? En chanson, pas en tant que tel, mais on a un projet avec le batteur d'Alios, Félix Bergeron, qui lui a un projet qui s'appelle Inou. Et on aimerait confronter nos deux univers, mon univers de peut-être lecteur ou écrivain, on va dire, et puis ses talents de musicien et son projet. Et donc on va faire une espèce de... On a commencé
une performance, un spectacle électro-poétique. On verra ce que ça donne, mais on compte bien le faire. Un projet qui pourrait donner naissance à d'autres choses. Est-ce que ça a été difficile pour toi, finalement, le fait de créer quelque chose à côté d'Alios et sans Alizé? Non, c'est nécessaire, en fait. Et j'ai toujours eu plein de choses à côté. Alors, il y a des choses qu'on voit moins, mais c'est fondamental. On travaille ensemble avec Alios, on se voit du coup énormément. Et c'est important de garder ces espaces privilégiés et ces moments un peu plus personnels. Sans cela, on étoufferait, je crois. Tu liras sur mes murs, tu étais actuellement en pleine promotion, notamment aussi à Morges pour le livre Sur les quais. C'est une promotion qui s'est bien passée, je crois. Ah, ça se passe bien, c'est cool. J'avais pas trop d'attentes et du coup l'accueil est plutôt bon. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Un peu partout, toutes les librairies j'imagine, sur Internet, voilà. Merci de nous avoir présenté ce livre, Xavier Michel. Merci Bonne pour route à l'invitation. toi et puis salutations à Alizé, à tout bientôt. Je transmets. On change complètement d'univers et on vous emmène dans le carnaval, plus précisément le carnaval de Venise, où auront lieu les Folies Vénitiennes à Coppet les 5 et 6 octobre. Quelques images avant pour vous mettre dans l'ambiance. Les Folies Vénitiennes viennent jusqu'à nous avant leur passage à Coppet les 5 et 6 octobre prochains. Christian Chamba, merci. Bonjour d'être Je confonds. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous faites partie de l'association Objectif Carnaval de Venise, première édition des Folies Vénitiennes 2017. 2019, vous revenez avec un programme riche et varié. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Toujours les costumés, bien entendu. Il y aura une centaine de costumés qui viennent d'Italie, de France, de Suisse un petit peu, et puis d'Allemagne. Ensuite, on a prévu plusieurs choses supplémentaires. On a pensé un peu aux enfants, donc pour les enfants de 2 à 12 ans, on a une quarantaine de robes, de costumés qui pourront louer comme ça pour passer une journée avec nous, mais costumés. Et vous êtes venu très bien accompagné. On peut voir finalement ce beau costume à l'image qui sera présenté pour cette édition. Je crois que c'est un costume qu'on ne porte qu'une fois pour les carnavals. À Venise, on porte qu'une fois le costume, oui. On ne va pas 2 fois à Venise avec le même. C'est beaucoup d'heures de travail, plus de 700 heures, je crois. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous commenter ce costume, Christian? Ça commence déjà, disons, choisir le style. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ça, c'est pas toujours simple parce que ça évolue au cours du montage du costume. Des fois, on a les idées qui changent. Ensuite, il faut bien penser qu'il faut le prévoir pour l'hiver. En février à Venise, il ne fait pas chaud. Et on doit aussi le mettre des fois quand il fait très chaud. Donc, il faut qu'il soit adapté en taille. Et puis après, c'est à la fabrication de son costume qu'on évolue, qu'on ajoute plein de choses. Au départ, il est assez simple. Et puis, plus on progresse, plus on rajoute. Parce que l'idée à Venise, c'est quelque chose qui en mette plein les yeux. Voilà. Donc, que ça soit vraiment voyant. Vous-même, vous portez le costume. Est-ce que c'est facile de s'approprier finalement un tel costume? On a l'impression que c'est lourd, c'est assez imposant, tout le monde nous regarde. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à s'approprier? Certains costumes sont plus faciles que d'autres. Moi, la toute première fois, j'avais une énorme appréhension de descendre dans la rue. Parce qu'on se dit, on va être jugé, on va être regardé. Si ça ne plaît pas, c'est pas simple. Et il y a des costumes, tout de suite, ça fait « waouh, je l'aime bien ». Puis d'autres, on a de la peine à se l'approprier. C'est un peu plus difficile. À Venise, on paraît qu'on dit on ne se déguise pas, on se costume. Donc voilà, je crois qu'il y a une petite différence entre les deux, madame est d'accord. Quelle est l'ambiance finalement de ce carnaval de Venise à Coppet? À Coppet, c'est un carnaval qui n'est pas vraiment comme à Venise. C'est plutôt une présentation des costumes vénitiens qu'on fait à Coppet.
Donc on est plutôt côté famille, très famille. On a beaucoup d'amis qui nous ont vraiment demandé à Venise de refaire Coppet. Mais on est une toute petite équipe, qu'on a une énorme aide de la commune, de la municipalité de Coppet, des gens de Coppet, du château de Coppet. Et ça nous a remotivés à refaire une deuxième fois, en modifiant quand même certaines choses, de plus centraliser tout au château. Plutôt qu'avant, on faisait au bord du lac et au château. Et puis le cadre est assez idyllique, j'ai envie de dire que Coppet s'y prête assez bien à ces folies vénitiennes. Ouais. Est-ce qu'on a l'impression finalement que c'est une grande famille, comme la famille des motards, ces carnavals de Venise? Oui, parce qu'on se reconnaît même derrière nos costumes. Et on sait que tel et tel va se retrouver à Venise, où tous les costumés qui vont venir à Coppet se connaissent pratiquement tous. Là, on voit des images justement de l'édition de 2017. Voilà, vers la fontaine, ouais. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces images? Ah, moi, ça m'érisse un peu les poils sur les bras, parce que c'est vrai, c'était la première fois qu'on faisait ça en Suisse. Il y a eu au Tessin, mais de ce niveau comme ça, avec autant de costumés, je pense qu'on a surpris aussi un peu Coppet, parce qu'ils ne savaient peut-être pas vraiment ce que ça allait impliquer pour Coppet de voir autant de costumés, mais partout dans les rues, dans la ville, au château. Et ça a été très très bien accueilli. C'est pour ça qu'on remet une deuxième édition. Vous avez toujours les yeux qui pétillent finalement, les poils qui vous hérissent quand vous parlez de ce carnaval. C'était quelque chose pour vous qui au départ n'était pas très facile. Vous nous en aviez fait part lors de votre première venue sur ce plateau. Aujourd'hui, ce carnaval de Venise, qu'est-ce qu'il est pour vous? Pour moi, c'est la magie. C'est la magie, on retrouve des amis. Puis on est chaque fois étonné de leurs costumes toujours plus beaux, toujours plus grands, volumineux et tout. Et puis il y a quelque chose, on est incognito dans une ville qui est quand même magnifique. On n'est pas vraiment le touriste qui vient, où on vient puis on s'approprie les rues. Là, on déambule dans les rues, mais on est incognito, on est sous nos costumes. Et puis on s'arrête aux endroits qui nous plaisent, on est vraiment libre. On est vraiment libre à Venise, on ne va pas dans des séances, des invitations. Nous, on se promène vraiment pour avoir du plaisir, costumé dans des maisons toujours plus magnifiques, des canaux. C'est vraiment quelque chose qui est très spécial. Et ce qui fait la marque de Coppet, c'est finalement cet esprit familial qu'on trouve partout ailleurs. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Voilà, alors... Contrairement à ce qui se fait beaucoup, c'est que le soir, on ne fait pas de déambulation avec des lumières. On fait vraiment un souper de tous les costumés, les accompagnants, les photographes, les professionnels. Et puis là, on invente toujours une petite surprise pour tout le monde. Et puis tout le monde a vraiment du plaisir à se retrouver. Et pas juste derrière un costume, parce qu'il faut savoir qu'avec le costume, on ne parle pas. Donc on se croise, on se fait des petits coucous, on se fait des sourires, on ne les voit pas, mais ils y sont là. Hein. Et puis après, on ne se voit pas, chacun repart le soir dans son habitat et tout. Tandis que là, le soir, tout le monde est réuni à la grande salle, à Coppet, avec la municipalité, les invités. On a beaucoup de gens de la région qui prennent chez eux des costumés pour les faire dormir, pour qu'ils puissent avoir quelque chose, autre chose qu'un hôtel ou aller plus loin. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez fatigant, les déambulations, les costumes sont lourds, on a quand même une posture qui est assez fixe quand même. Voilà, toute une symbolique finalement pour garder le mystère, on ne parle pas, ou une certaine posture, il y a plusieurs règles. Voilà, et puis si on a de la chance, on a beaucoup de chaleur, donc c'est des costumes qui sont lourds, chauds. Donc de se retrouver tout le monde comme ça le soir avec une grande fête, tout le monde va discuter, papote de son prochain costume, et puis... Vraiment, on garde un souvenir. Et c'est, je pense, ce qui a fait la marque de Coppet, puisqu'on nous saute dessus, même à Venise, pour nous dire ouais, Coppet et tout. C'est pour ça qu'on reste à Coppet. Et vous le représentez très très bien. J'imagine que vous êtes fier du costume de cette année. Ah oui, celui-là, il est magnifique. Ouais. Il y a eu beaucoup de travail, mais franchement, c'est un costume qui nous plaît bien. Ouais. Christian Chambas, merci d'avoir été avec nous pour l'association Objectif Carnaval de Venise. Bon carnaval à vous. Donc, les folies vénitiennes à voir le 5 et 6 octobre à Coppet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!